Oui, Taika Waititi a des enfants, et oui, il espérait pouvoir leur montrer ce film. Thor 4, Love and Thunder. Bonjour pour ce nouveau vlog. C'était un film qui avait aussi un rôle très important puisqu'il devait faire revenir certains fans du MCU qui étaient un petit peu blasés par les semi-échecs, semi-réussites des derniers films et séries. Est-ce que le film y est parvenu? Réponse tout de suite. Les enfants, sortez le popcorn et laissez-moi vous conter l'histoire du viking de l'espace, Thor Odinson. La vie de Thor est compliquée. Depuis la fin de Endgame, il a perdu sa mère, son père, ses frères et ses sœurs, Il est très très triste et donc il vit avec les Gardiens de la Galaxie un petit peu comme un gros boulet qu'on traînerait, se prenant pour un grand philosophe, réellement, se permettant même d'aller méditer alors que les Gardiens de la Galaxie ont besoin de lui, jusqu'au moment où son ex-ami oublié depuis le film 2, Lady Sif, le contacte pour dire qu'un certain Gore, le boucher des dieux, est en train d'attaquer tous les dieux. C'est le moment pour Thor de prendre Korg sous son bras, ses deux chèvres magiques nouvellement arrivées, et d'aller sauver Asgard et peut-être même l'univers. Et si en chemin, il retombait sur son ex Jane Foster, il pourrait peut-être faire d'une paire de coups. Ah ouais, tu parles. Commençons par le commencement de ce film, parce que tout est dit en l'espace de quelques minutes. Le sigle Marvel arrive, et la fameuse musique maintenant qui est devenue une musique historique du cinéma, ce fameux air extrêmement chevaleresque, extrêmement digne, extrêmement sérieux. Jusqu'à ce que Thor Love and Thunder arrive, et remplace la musique par le même thème, mais joué à la guitare électrique façon 80s, 90s, on va dire. On est plutôt dans du hard rock façon Guns N' Roses. Il y a vraiment dans cette intro tout le côté décalé, rock'n'roll, mais ouvertement un petit peu ridicule, glam rock, honnêtement, que ce Thor Love and Thunder va complètement assumer. On va être dans de la très grosse comédie. On est limite dans de la comédie à la Ben Stiller, pour vous dire, pour moi-même, c'est vraiment étonnant puisque Taika Waititi ne m'avait pas habitué à ce type d'humour et à ce ton-là, que ce soit dans What Do We Do in the Shadows, ou même dans Thor Ragnarok, ou même dans des films beaucoup plus dramatiques comme Jojo Rabbit. Du coup, le mot est lâché, Thor Love and Thunder est une pure comédie régressive. Thank you so much. Heil Hitler. 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 Et là, je te vois déjà t'énerver derrière ton écran. Tu te dis, mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Calme-toi. Je suis d'accord. C'est pas ce qu'on attendait. C'est pas ce qu'on attendait. Tout simplement parce que le MCU nous a habitués à un Thor qui avait vraiment des ressorts comiques très forts, notamment avec le précédent film réalisé par Taika Waititi, Thor Ragnarok, et qui était déjà très fortement une comédie sur bien des aspects, mais qui retrouvait une certaine forme de sérieux, notamment dans sa partie conclusive, et dans les enjeux notamment que Thor avait avec son frère Loki. Il y a peut-être encore du bon en toi, mais admets-le, nos chemins ont divergé il y a déjà bien longtemps. Une fois qu'on a admis ça, est-ce que ça fonctionne? Alors, on va essayer de découper ça par secteur. On va dire que sur l'histoire principale, l'histoire entre Thor et Jane, personnellement, je suis pas fan. Je trouve pas que ce soit très drôle, ni très émouvant. Ça a tendance à être, j'ai envie de dire, moyen. Par contre, les interactions entre Thor et différents autres personnages sont vraiment très drôles. Au final, on n'a pas beaucoup d'interactions entre Thor et les Gardiens de la Galaxie. Mais les rares moments où les personnages interagissent ensemble, et notamment comment les Gardiens de la Galaxie réagissent à Thor et subissent réellement Thor, qui pour le coup est vraiment un emmerdeur. Pas quelqu'un de méchant, mais juste un mec lourd à gérer. Vous savez, c'est l'oncle qu'on aime bien, mais qu'on préfère garder à distance. Non, pas moi. Quoi? Je t'écoutais, c'est tout. Donc bref, il n'y a pas que ça, mais c'est globalement les quelques minutes qu'ils ont avec les Gardiens de la Galaxie sont franchement drôles. Est-ce qu'on peut critiquer le fait que, encore une fois, le MCU nous a fait des sorties de films grandiloquentes en mode Thor avec les Gardiens de la Galaxie pour finalement ça dure 5 minutes? Oui. Ça correspond à l'identité des BD, ça arrivait très très souvent de faire des gros appels à la fin de grosses histoires qui ne donnaient absolument rien et qui étaient complètement évacuées en une page, une bulle, même un phylactère dans la BD suivante. Mais c'est sûr, on aurait aimé que ce soit un petit peu plus assumé, au moins en termes de durée dans l'histoire, parce que c'est vraiment juste l'introduction du film. Poignée de main humaine, voilà l'adieu asgardien. Le nœud de serpent qui te prend un traître.
T'aimes vraiment faire durer le plaisir. Mais les interactions comiques qui fonctionnent le mieux, à mon sens, sont celles, encore une fois, avec Valkyrie et avec Korg. Très drôles, elles fonctionnent, elles sont franchement rythmées, ils ont un répondant les uns avec les autres qui fonctionne, et la manière dont les différents personnages s'interprètent, notamment le personnage joué par Tessa Thompson, qui a vraiment une capacité à donner au personnage de Valkyrie de la réalité concrète, une capacité de gestion. C'est la reine d'Asgard qui s'occupe de la gestion de la ville, et quand elle est en relation avec Thor, elle a un vrai répondant face à lui, ils ont une sorte d'amour vache qui fonctionne vraiment bien. Et le personnage de Korg, interprété par le réalisateur, comme par hasard, s'intègre vraiment bien à l'histoire, et il y a plus d'un échange avec Thor qui est assez drôle, et son rôle d'être constamment non seulement narrateur, oui, c'est le réalisateur qui est narrateur du film, je reviendrai sur ce dispositif après, et en plus, il règle littéralement, en nous le disant à l'écran, les problèmes émotionnels des personnages. Donc je vous l'ai dit, on est dans de la comédie romantique, de base, populaire, très simple. Il n'y a pas de sous-texte, tout nous est raconté frontalement. Et là, on va pouvoir enfin aborder ce qui, à mon avis, est très problématique et ce qui fait que ce Thor Love and Thunder va beaucoup diviser et va certainement pas rassurer les gens qui ont du mal avec l'univers ou qui ont de plus en plus de mal avec l'univers du MCU. Ça fait combien de temps? 3, 4 ans? 8 ans, 7 mois et 6 jours. Il y aura donc de la frustration pour les gens qui ont vu ce Thor, parce que Christian Bale est excellent dans le rôle de Gore, le méchant de ce film. Encore un méchant qui part sur une blessure familiale pour faire quelque chose de monstrueux, classique, bien écrit, plutôt bien montré, et son arc à lui, tout au long du film, reste cohérent. Et quand le personnage veut être terrifiant, le rare moment, on va dire, de réelle tension du film, où une tension peut commencer réellement à se dégager, ça fonctionne, et Christian Bale est très bon. Ça permet au film de trouver quand même un sacré équilibre et d'avoir un niveau d'enjeu que le film aurait eu beaucoup de mal à avoir sans ce méchant et sans la performance de Christian Bale. Parce que oui, et j'insiste, si vous n'aviez pas aimé dans Thor Ragnarok l'univers où se trouvait la grande majorité du film, la comédie à la Taika Waititi, c'est-à-dire tout l'univers qui se passait sur la planète, je ne sais plus comment elle s'appelait, la planète du Grand Maître, qui était jouée notamment par Jeff Goldblum, là, vous n'allez pas apprécier du tout, puisque nous avons toute une partie du film qui se passe chez les dieux, et c'est probablement les décors et les costumes les plus kitsch que j'ai jamais vus dans les MCU. C'est complètement assumé, hein. J'insiste, c'est assumé à 300%. Il y a vraiment, c'est même plus de l'ironie, il se fout de la gueule clairement de cet univers-là, il n'en a aucune considération, et je vais vous le donner clairement en frontal avec un seul exemple. On est supposé avoir tous les dieux qui peuvent se retrouver là, les dieux d'Égypte qu'on a pu voir notamment dans la série Moon Knight et qui se jouaient de manière complètement sérieuse et premier degré, ou dans d'autres films, comme par exemple les personnages des Éternels. Là, clairement, avec Zeus et avec toute la cosmogonie des dieux de différentes mythologies humaines qu'on a pu réunir, il y a littéralement au milieu de ces dieux-là le dieu de Korg, l'être de pierre, qui s'appelle Nananer dans la version française. Alors je ne sais pas comment il s'appelle dans la version originale, peut-être que c'est moins frontalement stupide, mais le dieu s'appelle Nananer. Vous avez besoin d'une autre preuve qu'il n'en avait vraiment pour le coup rien à foutre de cet univers. Tout ce qui l'intéressait, c'était d'en faire un ressort comique énorme et d'en faire de la comédie. Parce qu'il n'y a rien d'autre à tirer de ces séquences-là. Même l'élément dramatique qui s'y passe, en fait, n'est pas dramatique du tout. C'est essentiellement une suite de blagues qui vont amener nos personnages à avancer dans l'intrigue. Mais j'ai presque envie de dire que si on enlevait ce bout du film, je suis pas certain que ça changerait fondamentalement le récit, si je peux me permettre d'être aussi radical. Bref, vous êtes face à une comédie qui n'arrivera pas vraiment à vous emporter vers ces enjeux dramatiques. Donc si vous rigolez pas, qu'est-ce qui vous reste? D'une pichenette. Oh, t'en fais trop, comme d'habitude. Moi perso, je suis allé voir au cinéma le film avec ma compagne et mon enfant, et j'ai passé un bon moment. C'est une comédie romantique, familiale, et qui insiste sur le côté familial à mort. Donc c'est sûr, tu vas le voir en famille, bon bah, par définition, ça se passe plutôt bien. Le film est rigolo, il a ses petits moments de tension, surtout où mon enfant par moment était bien dedans, était assez flippé, même si globalement, et je vais être très clair, visuellement, c'est un film bien moins intéressant que Thor Ragnarok. Thor Ragnarok proposait des images qui étaient littéralement des peintures. Dans ce Thor Love and Thunder, je suis désolé, moi j'ai cherché ce type d'image. Mais là, clairement, je me suis retrouvé plus face à une comédie d'action de super-héros,
assez lambda. Ça, c'est pour moi peut-être le truc sur lequel j'attaquerai le plus le film. Je trouve le film pas très ambitieux visuellement, pas très intéressant. Il fait des choix, hein. Il y a toute une séquence notamment qui se passe, qui est en noir et blanc, et qui sont cool, hein. Ça donne lieu à des effets de sens qui sont plutôt cohérents. On a quelques images avec Thor qui saute et qui fait des éclairs et tout le machin. Mais globalement, les idées qui sont supposées être glorieuses sont tellement tournées sous le sens de la comédie que je pense qu'elle se dégonfle complètement. Je n'ai pas passé un mauvais moment devant ce Thor Love and Thunder. Il y a des moments qui m'ont franchement fait rigoler et j'ai souvent été surpris par l'aspect absurde globalement de l'histoire qui se prend finalement pas du tout au sérieux du début à la fin. Je n'arrive pas à prendre ce film au sérieux. Et pourtant il se passe des choses dramatiques finalement. Moi perso, je suis quand même sorti du film très léger, j'ai été touché par quasiment rien, on va dire, de manière dramatique. C'est juste, ça m'a fait rigoler, j'ai passé un bon moment, point barre. Et c'est un petit peu pour moi pas possible. C'est-à-dire que le MCU s'est fait connaître en ayant un sens du drame et un sens de la profondeur. Et maintenant, Thor Love and Thunder, lui, a clairement balayé ça de la main en disant « on va rigoler, point barre ». Et le grand atout, on va dire le grand argument que on va pouvoir me sortir quand je vais critiquer ce film en disant que c'est une comédie romantique et qu'elle n'a aucune gravité, c'est que le narrateur de l'histoire, c'est Korg, le personnage qu'interprète Taika Waititi, et qui décide de raconter l'histoire comme si on la racontait à des enfants. Le point de vue de l'histoire, c'est celui de Korg, qui lui est un personnage positif, un personnage enjoué, un personnage qui a une vision du monde qui est belle et romantique. Du coup, c'est une comédie romantique positive. Est-ce que c'est décevant et frustrant? Oui, quand même. Est-ce qu'on peut avoir des regrets, notamment par rapport au personnage de Gorr, qui est très intéressant et qui aurait peut-être mérité un film un poil plus sérieux? Oui. Est-ce que le film est un peu moins ambitieux visuellement et franchement, il est moins intéressant, objectivement, dans ce qu'il fait de l'image que Thor Ragnarok, par exemple? Oui. Et est-ce que ça va beaucoup l'handicaper par rapport aux fans du MCU? Absolument. Je serais très surpris que les vrais fans hardcore du MCU apprécient, à un moment donné, ce film qui, quelque part, prend l'univers du MCU, le roule en boule et le balance dans le panier, en mode on va d'abord rigoler et se faire un film familial. Il y a un seul doigt. C'est un film qui divisera. Mais quoi que l'on puisse dire du MCU, il faut respecter la capacité ces dernières années, et malgré l'énorme succès et l'énorme attente qu'il y a autour des films et des séries télé, la capacité du MCU à essayer des choses très différentes. Pour un Spider-Man No Way Home qui était finalement pas très sûr de son ton, on a eu Doctor Strange qui est un vrai film d'horreur, on a eu Shang-Chi qui était un vrai film de kung-fu merveilleux à tendance hongkongaise grand public, on a eu Les Éternels qui était limite un film méditatif et personnel sur la question du rapport à la divinité. Des films très différents. Est-ce que ça vous fait rentrer dans l'univers du MCU aussi facilement qu'à l'époque de Thor, Iron Man et consorts? Non. Mais est-ce que c'est singulier et est-ce qu'on prend des risques à nous proposer des choses différentes? Oui. Apprécions le fait d'avoir des objets singuliers qui tentent réellement des choses différentes. Oui, on sera souvent quelque part un peu déçu. Mais vous trouvez pas ça génial dans la nouvelle phase d'avoir fait 4 films qui ont des identités aussi différentes et qui peuvent se targuer d'être des films réellement différents et qui tiennent tout seuls dans leurs propres histoires, tout en étant relativement cohérents avec les autres univers? Ce sont des qualités. On verra où ça va. Mais en soi, je pense personnellement que pour l'instant le MCU est plutôt à respecter. Jane?